Bueno, bonjour à tous, à toutes. Bienvenue, Federico Audran. Es un placer saludar hoy al profesor Federico Audran, que ha enfrentado a barricadas de huelgas y manifestantes de París para poder llegar a Charles de Gaulle y coger el vuelo y llegar aquí a Madrid. Y desde hace tiempo que venimos planificando esta visita del profesor Audran, aquí con nosotros desde antes de la pandemia, ¿no? E, bueno, eu passei, como sabéis, Federico Audran é director de recherche do CNRS e professor da Faculdade de Direito de Sciences Po. É autor de diversos estudos sobre a cultura jurídica francesa, alguns de los mais recentes, como este de aqui, versão Porsche, da Histoire de la culture juridique française, publicado em 2013 e que se reedita agora em versão Porsche, em coautoria com Jordi Perrin. E esse, como sabéis, autor não ha escrito sempre desde esta encrucijada entre direito e ciências sociais. E hoje nos vai autor de numerosos estudos sobre a história da cultura jurídica, história dos saberes dos juristas, história das práticas judiciais também. E hoje nos vai falar, então, deste território mal definido que é a história cultural do direito. Então, tienes a palavra. Me siento aqui para controlar o som. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux pour votre invitation. Me touche beaucoup. C'est toujours un moment excitant de rencontrer des collègues dans une ville qu'on ne connaît pas. Donc, c'est une découverte Madrid. Je voudrais tout d'abord m'excuser pour deux raisons. La première, c'est que je vais vous parler en français. Je suis vraiment désolé. Mon espagnol et mon anglais est un peu scolaire et mon espagnol est dramatique. Donc, je vais éviter de vous infliger ce calvaire. Et voilà, je suis vraiment désolé. Je fais partie de cette génération de Français qui sont crispés dès qu'il s'agit de parler une langue étrangère. Et heureusement, la nouvelle génération est moins bête que ma génération. Donc, en tout cas, je vais essayer de parler le plus lentement et le plus distinctement possible pour vous faciliter la tâche. J'ai fait un petit PowerPoint qui ne présente pas d'intérêt scientifique, mais qui vous aidera, j'espère, à suivre un peu mon propos. La deuxième excuse que je dois formuler, c'est le choix du sujet. Le choix du sujet. Alors, qu'est-ce qu'une histoire culturelle du droit? Je ne pouvais pas faire plus large et plus ambitieux ou plus prétentieux. Et donc, bien sûr, avec un sujet comme celui-ci, je risque d'être très général, parfois même un peu abstrait. Et donc, là encore, naturellement, pour dire quelque chose de précis, il aurait fallu que je lise la totalité de la littérature sur l'histoire culturelle. Je ne l'ai pas fait. Donc, ce que je vais présenter ici, c'est évidemment pas une synthèse. Ce n'est pas une synthèse de l'histoire culturelle du droit. J'en serais incapable. Je n'aurais pas d'ailleurs, je pense que ça ne présenterait pas d'intérêt. Ce n'est pas non plus un programme. Je ne prétends pas faire un programme de qu'est-ce qu'il faut faire pour faire une histoire culturelle du droit. Ce n'est pas mon rôle. Et je n'ai donc pas l'intention de vous présenter ici ma conception. Pas du tout le but du jeu. Ce que je voudrais faire plutôt, beaucoup plus modestement, c'est de tenter, à partir surtout de l'espace francophone, que je connais le mieux, même si je connais d'autres éléments de la littérature, à partir de l'espace francophone, je voudrais apporter quelques éléments de clarification, de compréhension de qu'est-ce que pourrait être, qu'est-ce qu'est une histoire culturelle du droit. Alors, c'est ça, si j'ai compris. Donc, je vais procéder, je vais fonctionner en 4 temps. En tout cas, si j'ai le temps, je verrai le 4e. Je ferai en tout cas 3 temps, peut-être un en plus, en fonction du temps. Là, je commencerai par une présentation un peu générale sur les débats historiographiques sur qu'est-ce que l'histoire culturelle. Et donc, c'est une question qui concerne bien plus que les juristes, puisque c'est un espace, une approche historiographique qui touche en fait très largement les milieux historiens. Donc, je commencerai par cette petite présentation de qu'est-ce que l'histoire culturelle, et enfin, en tout cas dans sa version historienne. Après, je reviendrai là-dessus,
J'évoquerai plus précisément la rencontre entre cette histoire culturelle et les milieux juridiques et le droit, hein, donc en essayant à chaque fois de distinguer les différentes questions qui se présentent. Après, j'insisterai, je rentrerai plus dans le détail pour donner quelques éléments sur les différentes orientations de ce qu'est cette histoire culturelle du droit, hein, notamment en distinguant trois conceptions différentes de la culture. Et donc, ces trois conceptions différentes de la culture font trois façons d'écrire cette histoire. Et si j'ai le temps, c'est pas sûr, comme ça me permettra de revenir, je m'intéresserai à une question un peu différente, enfin, qui est dans le prolongement, qui est de plus en plus les travaux qui, et c'est un peu un paradoxe hein, qui vont en quelque sorte traiter la culture juridique comme un objet culturel. Parce qu'en réalité, ce n'est pas toujours le cas, bizarrement. C'est ce que j'essaierai de... Donc, si j'ai le temps, j'aborderai ça, mais en tout cas, je voudrais déjà commencer par les trois points qui sont des façons de tenter de clarifier ce qu'est ou ce que pourrait être une histoire culturelle. Alors, je reviens à ma première question. Donc, l'histoire culturelle, entre études globales et études aréales. Aréales, en fait, c'est les area studies. Et donc, c'est les études d'espace. Hein. On dit aréal, c'est affreux en français, le terme. Alors, cette histoire culturelle, comme un champ historiographique, comme un champ de recherche pour les historiens, c'est quelque chose qui est relativement récent, puisque effectivement, ça date essentiellement des années 1960-1970. On pourrait trouver évidemment des précurseurs, des gens qui se sont intéressés à cette question avant, hein, mais l'histoire culturelle se présente comme étant un champ original, spécifique, vraiment à partir de cette période-là. Alors, en réalité, c'est une démarche que l'on trouve assez largement dans l'ensemble de l'espace, dans le monde, en quelque sorte. On a d'ailleurs parlé à un moment d'un tournant mondial des études culturelles, de l'histoire culturelle, en pensant qu'effectivement, c'est une démarche qui concerne quasiment la totalité des pays. Alors, si effectivement c'est une démarche qu'on peut trouver à peu près dans tous les pays, sur tous les continents, hein, naturellement, ça ne veut pas du tout dire, ça ne veut pas dire que cette démarche est homogène et la même partout, naturellement. Bien sûr, que vous soyez en Belgique, aux États-Unis, au Brésil, en Espagne ou en France, l'histoire culturelle se présente tout d'abord comme le partage de références communes. C'est déjà des références historiques communes. Alors, je vous donne quelques exemples hein, de cette histoire culturelle qui a des références communes. C'est évidemment, par exemple, les travaux qui sont, je suis sûr, connus ici, puisque c'est un des fondateurs de cette approche, les travaux, par exemple, de Roger Chartier, qui travaille sur le livre, sur l'histoire du livre, et qui apparaît comme étant un des fondateurs de cette approche culturelle. Donc, Roger Chartier, qui était un chercheur français, un moderniste, est souvent une référence qu'on trouve, par exemple, tout à fait, on le trouve dans l'historiographie de l'Amérique du Sud, on la trouve d'ailleurs tout à fait dans l'historiographie espagnole, c'est un des auteurs, je crois, les plus utilisés pour l'histoire culturelle, mais on le trouve donc un peu partout. Donc, il y a des références communes, ça peut être Chartier, ça peut être quelqu'un comme, par exemple, Pierre Bourdieu, qui va être utilisé par l'ensemble des personnes, même des historiens qui travaillent sur la culture. Donc, c'est d'abord effectivement des références partagées. C'est aussi une approche historiographique qui s'illustre par des grandes circulations entre les différents pays, avec évidemment des colloques, des revues spécifiques, une politique de traduction de certains grands classiques. Et ces traductions, évidemment, sont réalisées avec plus ou moins de retard. Pour vous donner un seul exemple, un des ouvrages classiques de cette histoire culturelle, qui est l'ouvrage de Thompson, qui s'appelle The Making of English Working Class, qui est un des grands classiques de l'histoire culturelle. Mais par exemple, il a été traduit avec 25 ans de retard, 25 ans après en français.
Donc évidemment, cette histoire culturelle, elle dépend, il peut y avoir des références communes, mais la logique des traductions, la circulation des ouvrages et des traductions fait que les formes d'appropriation, d'utilisation ne sont évidemment pas les mêmes d'un pays à l'autre. Je prendrai un autre exemple, qui est pour le coup certainement aussi connu ici. C'est évidemment l'ouvrage de Bartolomé Clavero sur évidemment Antidora, qui a été traduit pour le coup au bout simplement de 5 ans en France. Il a été traduit presque aussitôt. Voilà, pour une traduction, c'est presque aussitôt. Et ça reste en France, en tout cas, aussi une grande référence de l'histoire culturelle. C'est un ouvrage qui est souvent utilisé. Donc évidemment, cette histoire culturelle, elle a des références partagées, des lieux communs, des espaces où les gens vont intervenir. Et évidemment, l'appropriation des auteurs, l'usage des auteurs va dépendre naturellement de temps, d'objectifs qui sont variables en fonction des pays, c'est évident. Alors, pour vous donner un exemple de cette différence, entre les différences d'histoire culturelle entre les différents pays, malgré souvent des références communes et des préoccupations communes, on pourrait prendre par exemple le cas là encore de la France, le cas de l'Angleterre, qui en fait partage beaucoup d'auteurs communs, beaucoup de préoccupations communes, mais par exemple, dans l'espace français, l'histoire contemporaine, l'histoire culturelle, s'inscrit plutôt comme une redéfinition, comme un effort pour dépasser ce qu'on va appeler la nouvelle histoire ou l'école des annales. Donc, l'histoire culturelle en France, c'est souvent une façon de reprendre un peu différemment, de repenser différemment l'héritage de ce qu'on appelle les annales, c'est-à-dire Marc Bloch, Lucien Febvre, ou les nouvelles histoires, à savoir Chartier, Daniel Roche, ou des gens comme Jacques Le Goff. Donc, la perspective est en fait plutôt, on reviendra dessus, une perspective qui vise à dépasser l'histoire économique et sociale. En fait, faire de l'histoire économique, faire de l'histoire culturelle, c'est une façon de dépasser l'histoire économique et sociale. Mais ça reste très largement dans une perspective qui est très liée, évidemment, aux annales. Et c'est pour ça que, par exemple, souvent, les Français qui font de l'histoire culturelle vont dire qu'ils font de l'anthropologie historique. Ça s'appelle l'anthropologie historique, parce que c'est justement dans le prolongement des annales. À la différence du monde anglo-saxon, où là, l'histoire culturelle est formée sur une autre tradition, l'histoire culturelle anglo-saxonne. Elle va s'appuyer essentiellement sur des travaux qui sont liés au linguistic term ou au cultural studies. Donc, c'est une tradition en fait qui est plus militante et nettement plus marxiste, par exemple. C'est-à-dire que ça ne veut pas du tout dire que tous les auteurs sont marxistes. Pas du tout ça. Mais en réalité, cette histoire culturelle anglo-saxonne est souvent liée à des débats et des critiques autour, effectivement, d'une histoire plutôt marxiste. Donc, que ce soit en France ou en Angleterre, enfin dans l'espace anglo-saxon, souvent les références vont circuler d'un pays à l'autre, mais on voit bien qu'en fonction du pays, le type, la façon de penser en fait cette histoire culturelle n'est pas la même en fonction évidemment des traditions spécifiques à chacun des pays. Alors, je vais citer simplement le cas de la France et de l'espace anglo-saxon. Il faudrait par exemple aussi citer l'Italie, avec ce qu'on appelle la micro-histoire, la micro-historia, qui est une version de cette histoire culturelle, ou en Allemagne, l'Alta Geschichte, qui est en fait l'histoire du quotidien, qui est évidemment une version aussi. Donc, tous les pays, effectivement, en quelque sorte, réarticulent, réorganisent différemment, souvent des lectures communes, pour produire un type de question particulière. Donc, bien sûr, dans tous les cas, chacun des pays, évidemment, a redéfini ce que c'est que l'histoire culturelle. Alors, il faudrait, au-delà des traditions, par exemple, nationales, voir que l'histoire culturelle aussi va, par exemple, beaucoup dépendre des différentes disciplines. On sait que ceux qui ont été les plus sensibles, historiques, même dans beaucoup de pays, à l'histoire culturelle, ce sont les modernistes. Ce sont plutôt les historiens modernistes qui ont été les plus sensibles à l'origine à l'histoire culturelle. Et après, ça a été vers les spécialistes de l'histoire contemporaine. Et puis après, ça a touché les médiévistes, mais un peu moins. L'histoire culturelle comme démarche originale et spécifique
a touché les médiévistes presque les derniers. Donc, en fonction des traditions dans les différents pays, en fonction des disciplines, effectivement, il y a des façons de penser cette histoire différente. Alors, juste pour terminer sur cette présentation un peu générale, ce qui m'intéresse ici, c'est deux choses. Tout d'abord, il faut bien voir que même si les historiens et des historiens revendiquent une histoire culturelle, se disent historiens de la culture, en réalité, le label, la notion même, n'est pas très, vous voyez, n'est pas vraiment contrôlée. De temps en temps, on va parler d'histoire culturelle, d'autres vont parler d'histoire intellectuelle, d'autres vont parler même d'histoire des sensibilités, d'autres vont parler d'une anthropologie historique. Donc le label lui-même n'est pas toujours très nettement établi. Alors dans le cas francophone, et j'aurais juste deux, trois éléments pour éclairer après la suite de mon propos, ce qu'il faut bien voir, c'est ce que j'ai déjà dit, c'est que l'histoire culturelle est liée à un dépassement, à une volonté d'aller au-delà d'une histoire économique et sociale. Pendant très longtemps, l'historiographie, les historiens, étaient très dominés par une vision très sociale et économique de la vie. Donc, en quelque sorte, les comportements, les attitudes étaient déterminés par par les questions économiques. Alors, l'histoire des mentalités, en quelque sorte, veut dire que pour comprendre le comportement des gens, on ne veut pas se contenter d'une analyse simplement sociale et économique. Il y a un espace, un niveau particulier, le niveau culturel, et qui doit être en mesure d'expliquer aussi un certain type de pratiques et d'activités humaines. Et l'analyse simplement sociale et économique n'est pas suffisante. Donc, du point de vue de l'historiographie francophone, cette histoire culturelle est en quelque sorte une façon non pas de rompre complètement, mais d'ajouter quelque chose à cette histoire traditionnelle, sociale. Alors, il y a une formule qui est restée très célèbre dans l'historiographie française, qui est d'ailleurs, je crois, de Roger Chartier, où il dit qu'il faut passer d'une histoire sociale de la culture, il faut passer d'une histoire sociale de la culture à une histoire culturelle du social. Il faut passer d'une histoire sociale de la culture à une histoire culturelle du social. Une sorte d'inversion des choses. Donc, dépassement de l'histoire économique et sociale, et puis aussi dépassement de l'histoire des idées. C'est-à-dire que souvent, faire de l'histoire culturelle, c'est une façon d'être critique à l'état de l'histoire des idées. Vous savez, cette histoire des idées où souvent on va s'intéresser à la vie et puis à l'œuvre. C'est-à-dire qu'on va se contenter d'imaginer qu'il faut simplement reconstituer, réorganiser la pensée de l'auteur. L'histoire culturelle considère que c'est insuffisant. Et Primo, parce que c'est trop psychologique, l'histoire des idées est trop psychologique ou trop individualiste. Et pour comprendre les productions intellectuelles, il faut aller au-delà d'une simple histoire des idées et de situer, en quelque sorte, les idées dans un milieu culturel donné. Ce qui fait que cette histoire culturelle, elle va mettre en avant deux notions qui sont très importantes. Elle va être très attentive à la notion de représentation. D'ailleurs, souvent, on dit que l'histoire culturelle, c'est une histoire des représentations. L'histoire des représentations, c'est quelles sont les images, les idées, en quelque sorte, les représentations que les individus ont et qui les conduisent à agir de telle façon. Qu'est-ce qui va déterminer leur comportement? Ce n'est pas simplement qu'ils ont une volonté, c'est qu'effectivement, il y a des représentations sociales, collectives, qui expliquent qu'on agit de telle façon et on va produire tel type de comportement. Donc, l'idée de représentation, des visions du monde, en quelque sorte. Les œuvres ne sont pas simplement, par exemple, un écrit politique, ce n'est pas simplement la manifestation d'un génie, ce n'est pas simplement la manifestation d'une originalité individuelle, c'est le fait que l'œuvre va exprimer, dire quelque chose d'une vision du monde qui ne se comprend que remis dans la société. Donc, cette idée de représentation. Et puis, l'autre notion qui est très importante,
c'est la notion d'appropriation, l'idée d'appropriation. Qu'est-ce que c'est qu'une œuvre? Une œuvre, on ne la comprend pas simplement quand on va interroger son auteur. Qu'est-ce que l'auteur a voulu dire? Quand on cherche à comprendre comment fonctionne, par exemple, une œuvre scientifique, une œuvre littéraire, une œuvre politique, ce n'est pas simplement de chercher ce qu'a voulu dire l'auteur. Ça, ce n'est pas suffisant. Ça, c'est l'histoire des idées. L'histoire culturelle dit non, ce qui est important, c'est la façon dont les acteurs dans la société s'approprient, usent en quelque sorte de cette œuvre-là. Donc, c'est cette idée d'appropriation qui est une des grandes idées de cette façon de voir. Et donc, cette histoire culturelle, elle va avoir en fait tout un ensemble de conséquences. Alors, j'en donne simplement deux exemples. Cette façon de voir à partir de l'histoire culturelle, elle va conduire, par exemple, à accorder une grande importance, par exemple, à la culture matérielle, ce qu'on appelle la culture matérielle. C'est-à-dire que c'est quand vous vous intéressez à l'histoire du livre, à l'histoire scientifique, par exemple, vous ne vous contentez pas d'aller voir ce que dit le livre ou ce que les scientifiques disent dans leurs articles. Ce n'est pas suffisant. Pour comprendre ce que c'est que produire une œuvre de pensée, pour un livre, la littérature, pour comprendre ce que c'est que de produire un résultat scientifique, eh bien, il faut s'intéresser à la culture matérielle, c'est-à-dire aux bibliothèques, aux livres dans son contenu matériel, au laboratoire scientifique, au microscope, à la table, etc. Donc, c'est une forme d'intérêt pour la culture matérielle. Donc ça, si on ne fait pas ce travail à partir de l'intérêt pour la matérialité des choses, l'histoire matérielle, eh bien, on passe en réalité à côté du vrai fonctionnement. Ça, c'est par exemple un des éléments de compréhension de cette histoire culturelle. Et puis, une autre chose, c'est lié évidemment à cette histoire matérielle, c'est une des notions qui est très importante dans cette histoire culturelle, c'est la prise au sérieux de la pratique des acteurs. C'est la pratique. C'est cette notion qui est qu'il faut voir comment les acteurs dans l'histoire font les choses. Et pas simplement ce qu'ils disent, mais aussi ce qu'ils font concrètement. Si vous voulez comprendre ce que c'est que, évidemment, faire une découverte scientifique, si vous voulez comprendre ce que c'est que faire une découverte scientifique, vous ne pouvez pas simplement vous contenter de décrire ce qui est contenu dans la théorie d'auteur, la théorie scientifique. Il faut voir ce scientifique en pratique, et vous allez le voir aller dans les colloques, vous allez le voir effectivement échanger avec les collègues, vous allez le voir se battre avec ses collègues, écrire dans des articles, aller faire des démarches pour trouver de l'argent. Bon. L'histoire culturelle, en quelque sorte, intègre toutes ces pratiques qui sont en fait la condition de la production intellectuelle. Donc, cette histoire culturelle intègre. Donc, voilà, résumé rapidement, avec quelques éléments, certaines des lignes, certaines des objets, cette façon de penser effectivement l'histoire, penser l'histoire comme une histoire des représentations que les gens ont, hein, et évidemment les représentations qu'ils ont, ça les fait agir de certaines façons, en s'appuyant sur tout un ensemble de techniques, d'outils, de ressources qui vont leur permettre de produire quelque chose. Et donc, ce n'est pas simplement se contenter d'aller voir ce qu'ils ont dit ou ce qu'ils ont écrit. Ça, ce n'est pas suffisant. Alors, cette histoire culturelle du droit, en réalité, elle a rencontré assez tardivement les milieux juridiques. Je vous ai dit que l'histoire culturelle naît autour des années 60-70, hein, mais dans les milieux juridiques, c'est beaucoup plus tardif. Pour encore le cas francophone, mais je crois que c'est aussi le cas en Espagne, c'est le cas aussi typiquement en Italie, cette histoire culturelle, dans les milieux juridiques, pour les historiens du droit, elle apparaît surtout au XXIe siècle. C'est plutôt au XXIe siècle, voire dans les années 2010. En tout cas, pour le cas français, c'est vraiment dans les années 2010 qu'on voit des historiens du droit, en particulier des juristes, qui revendiquent le fait de faire une histoire évidemment
une histoire culturelle du droit. Donc, c'est déjà très décalé par rapport aux historiens. C'est exactement la même chose, par exemple, au Canada, où peut-être un tout petit peu plus tôt, où on voit les travaux des historiens du droit qui disent faire de l'histoire culturelle du droit. Je pense notamment à quelqu'un comme Silvio Normand, qui est au Québec, et qui revendique une histoire culturelle du droit, et dont les premiers travaux sont à la fin de l'année 1990 et au début des années 2000. Donc ça coïncide avec le début de la civilisation. Alors ce qui est intéressant, c'est que autant les historiens ont fait un travail pour tenter d'expliciter, d'expliquer ce qu'est l'histoire culturelle. Donc, il y a une ambition théorique. Ça ne veut pas du tout dire qu'ils pensent tous la même chose. Hein. Il y a plusieurs définitions, plusieurs conceptions d'histoire culturelle, comme j'ai tenté de le rappeler là. Autant les juristes, en réalité, font un usage, et en particulier les historiens du droit, font un usage extrêmement souple, pour ne pas dire assez improvisé, de la notion d'histoire culturelle du droit. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'historiens du droit qui disent faire de l'histoire culturelle du droit, mais qui en réalité, c'est un simple tag. Au fond, c'est plus une marque de fabrique que le fait de prétendre poursuivre un programme historiographique. Donc, c'est un rapport beaucoup plus souple, beaucoup moins contraignant que notamment chez les historiens. Alors, pour le dire autrement, quand les historiens du droit revendiquent ou disent « je fais de l'histoire culturelle », c'est plutôt non pas pour définir un programme, c'est plutôt pour s'inscrire en opposition avec l'histoire traditionnelle du droit. Donc, c'est une façon, en quelque sorte, de marquer une distance, par exemple, avec l'histoire des institutions ou l'histoire des idées juridiques. Mais en réalité, d'une manière générale, je n'ai pas vu, ça arrive maintenant un peu plus, hein, depuis quelques années, ça change un peu, mais pendant très longtemps, l'usage de la notion de culture juridique est plutôt un marqueur de positionnement. On se positionne contre plutôt une histoire traditionnelle, sans pour autant prétendre développer un programme un peu à l'image de ce que font les historiens. C'est d'ailleurs significatif, la plupart des historiens du droit, souvent, ne participent pas du tout au débat que j'ai évoqué avant des historiens. Il y a une sorte de déconnexion entre les débats qui intéressent les historiens sur qu'est-ce que c'est que l'histoire culturelle, comment elle doit se faire, hein, et les juristes, d'une manière générale, évidemment il y a des exceptions, mais ne participent pas du tout en fait à ce débat-là. C'est comme s'ils étaient étrangers à ce débat sur qu'est-ce que c'est qu'une histoire culturelle. On aurait pu imaginer que les historiens non juristes, auraient pu dire aux juristes, on vous propose de vous attacher à la partie juridique de cette histoire culturelle. Vous pouvez, en quelque sorte, en raison de votre compétence, participer à ce programme d'histoire culturelle sur vos objets juridiques. Mais en réalité, les juristes ne participent pas du tout à ce grand débat avec les historiens. Donc, il y a une vraie déconnexion, un peu moins vraie maintenant, mais pendant très longtemps, il y a une vraie déconnexion avec les débats que j'ai étudiés, que j'ai examinés là, avant, je l'ai rappelé, et ce que font les historiens du droit. Bon, pour vous donner un exemple, et toujours l'exemple francophone et français, je connais l'immense majorité des historiens du droit français qui disent ou qui revendiquent une histoire culturelle du droit, par exemple, ignorent absolument tout, presque, des débats anglo-saxons sur l'histoire culturelle. Aucune connaissance, par exemple, de linguistique stern, aucune connaissance des cultural studies. Une assez mauvaise, ils connaissent assez mal l'historiographie d'une partie des historiens. Donc, il y a une déconnexion, hein, c'est comme si les historiens du droit, sur l'histoire culturelle, ne participaient pas à ce grand débat sur qu'est-ce que c'est qu'une histoire culturelle, comment elle doit s'écrire. C'est presque une histoire spontanée. Alors pourquoi? Parce qu'en réalité, toujours encore pour le cas français, pour vous donner un exemple, ce n'est pas parce que les juristes français, par exemple, n'ont pas lutté, vous avez dit que l'histoire culturelle française lutte contre l'histoire économique et sociale. On cherche à dépasser l'histoire économique et sociale. Mais pour les historiens du droit, ce n'est pas un problème.
Il n'y a jamais eu vraiment d'histoire économique et sociale sérieuse parmi les historiens du droit français. Donc, ils n'ont pas besoin de dépasser une histoire économique et sociale, parce qu'en réalité, ces débats-là sur l'histoire économique et sociale n'a pas vraiment d'existence. En réalité, quand les historiens du droit francophones, parce que le cas est aussi le même, notamment en Belgique, aussi, on vise à lutter contre quoi? Alors là, il y a un point de connexion. Tout d'abord, on cherche à lutter contre une vision simplement idéaliste, c'est-à-dire simplement qui réduit en quelque sorte l'histoire à l'histoire des idées, l'histoire des idées juridiques. Et donc l'histoire culturelle du droit dit l'histoire des idées juridiques n'est pas suffisante. Il ne faut pas simplement vous contenter de décrire ce que dit Doma, dit Saleil, dit Oriou, et Saleil encore. Ce n'est pas suffisant. Hein. Il faut analyser toutes les représentations de l'auteur et tout l'environnement matériel et intellectuel qui explique pourquoi il produit cette œuvre-là. Et non pas, on ne peut pas se contenter d'une analyse simplement des idées, en essayant de comprendre la cohérence des idées. Ce n'est pas suffisant. Donc c'est une lutte contre cette vision idéaliste. Et puis il y a au fond aussi plutôt une lutte contre une autre tendance qui a beaucoup inquiété les historiens français, notamment les historiens du droit français. Ce n'est pas l'histoire économique ou sociale, c'est plutôt la crainte de voir les ressources de la sociologie, l'utilisation de la sociologie par les historiens du droit. Pourquoi? Parce que les historiens du droit craignent beaucoup qu'on réduise le droit à un simple fait social. Un simple fait social. Donc en fait, c'est quoi le droit? C'est simplement un phénomène social. Et donc, si on dit que le droit est un phénomène social, on oublie ce qui fait sa normativité, en quelque sorte. Toujours l'idée que l'analyse sociologique va faire disparaître la normativité dans du social. Donc, face à cette crainte-là, craignant ça, les historiens du droit vont dire, plutôt que d'avoir recours à cette idée du social, on va plutôt avoir recours au culturel. En quelque sorte, la ressource, le culturel est moins inquiétante pour les historiens du droit que la ressource, notamment le recours au social pour expliquer le droit. Au fond, le culturel est beaucoup plus consensuel, beaucoup moins problématique. Alors que quand vous dites, un historien du droit, en tout cas en France, oui, alors on va essayer d'analyser le droit à partir du social, là c'est la panique générale. Tout le monde dit non, c'est pas possible. Et quand vous dites, oui, le droit s'explique à partir d'un contexte culturel particulier, ça devient acceptable. Donc, c'est l'idée que le droit est culturellement situé. Donc, ça, c'est acceptable. Et ce n'est pas simplement le simple produit social, le simple produit de la société. Ça, c'est plus inquiétant pour les juristes. Ils ont toujours l'impression qu'en fait, on va faire disparaître le droit sous des normes, des forces sociales, des intérêts sociaux, sous effectivement des considérations proprement sociologiques. Bon, donc la notion culturelle, l'idée d'une histoire culturelle, elle était beaucoup plus acceptable, elle est beaucoup plus acceptable que par exemple, la simple histoire des idées qui est insuffisante, ou une histoire sociologique qui serait trop dangereuse. Donc la notion de culture est une notion qui paraît partageable par la plupart des historiens du droit. Et d'ailleurs, vous voyez actuellement en France, il y a plein de masters qui s'appellent histoire et culture juridique, etc. C'est quelque chose qui est une notion qui ne fait pas peur. Alors, quand on parle d'histoire culturelle du droit, en fait, il faut distinguer trois choses. Parce que la grande difficulté dans cette idée d'histoire culturelle du droit, c'est qu'en réalité, on mélange plusieurs choses. Et en fait, il y a plusieurs façons d'aborder la question. Et c'est souvent ce mélange qui fait qu'on ne comprend plus vraiment ce qu'on fait. Alors là, j'ai simplement distingué trois choses différentes pour essayer d'être simple. Hein. Souvent, quand quelqu'un vous dit, c'est d'autant plus un problème que, comme je vous dis, personne ne définit vraiment ce que c'est que l'histoire culturelle du droit. Donc, il y en a qui vont se dire historiens de la culture juridique ou c'est-à-dire de l'histoire culturelle du droit, mais en fait, ils font des choses très différentes. La première version, c'est la plus évidente, c'est les historiens du droit qui font plutôt une histoire juridique de la culture. Ça veut dire quoi?
mais c'est plutôt ceux qui cherchent à faire une histoire, par exemple, du droit de la culture. Du droit de la culture, des droits culturels. Pour le dire autrement, c'est voir comment le droit va contribuer à l'organisation de la vie culturelle. L'organisation de la vie culturelle. Comment le droit, par exemple, va préserver, garder, par des règles et des institutions, tout un patrimoine culturel. Alors, dans cette petite histoire, vous avez l'histoire de la propriété intellectuelle. Vous avez l'histoire de tout ce qui relève du droit du patrimoine. Vous avez l'histoire du théâtre, enfin, en tout cas de l'organisation des arts, etc. Et donc, il y a tout un ensemble d'historiens du droit qui disent faire une histoire culturelle du droit, parce qu'en fait, ils font plutôt une histoire juridique de la culture. C'est-à-dire, ils cherchent à mettre en lumière les institutions, ce qu'on appelle les institutions culturelles, peut-être qu'on entend, ou toute la réglementation autour de cette culture telle que, en France, on a un ministère de la Culture, hein, c'est Jack Lang, hein, donc au fond, c'est cette idée-là. Hein. C'est cette première version-là. Mais c'est en réalité une façon très étroite en fait, d'aborder la question. C'est simplement à travers, effectivement, ce qu'on appelle les droits de la culture, le droit du patrimoine culturel, pour le dire simplement. Bon, donc là, il y a tout un ensemble de travaux là-dessus. Il y a une deuxième version, qui est en fait celle qui va m'intéresser, qui est ce qu'on appelle plus strictement une histoire culturelle du droit. C'est au fond l'idée que c'est un certain regard qu'on porte sur toute la vie juridique. Même si effectivement cette idée que on va faire un lien, une relation entre des biens culturels, des produits juridiques, des livres, des normes, enfin, des textes juridiques, des textes, des livres de la doctrine, des coutumes, tout ce que vous voulez. Donc, vous faites un lien entre un bien juridique, un bien culturel, et un certain état d'esprit des juristes et un certain type de ressources qu'ils ont entre la main. Vous faites un lien, en quelque sorte, entre la production culturelle, hein, donc les livres, etc., et puis de l'autre côté, l'esprit des juristes qui conduit à produire ces biens-là. C'est clairement, au fond, c'est pour ça qu'on parle d'approche culturelle du droit, hein, c'est qu'on va tenter de rapprocher le plus possible de la démarche de l'historien du droit des problématiques que j'ai décrites plus tôt, hein, des problématiques plutôt des historiens hein, qui vont s'intéresser au problème de l'appropriation, le problème des représentations. Qu'est-ce qui fait que tel juriste va écrire ça? Quelle représentation il y a dans la tête? Quelles sont les ressources intellectuelles, les ressources financières qu'il va utiliser pour produire son ouvrage, telle décision, tel texte, telle législation. Donc, on cherche à faire un lien entre une production juridique et un état d'esprit, l'esprit juridique en quelque sorte, ou des ressources particulières. Donc là, on est beaucoup plus proche de ce que j'ai dit tout à l'heure. Je reviendrai dessus. Et il y a une troisième version qui s'est beaucoup développée ces dernières années, qui est plutôt une histoire de la culture juridique. Une histoire de la culture juridique. Alors, ce qui est intéressant dans cette version-là, c'est que souvent ceux qui disent, premier, je plaide coupable, ceux qui disent faire une histoire de la culture juridique font un usage en fait extrêmement flou de la notion de culture juridique. Et bien souvent, c'est un paradoxe, un problème, c'est que souvent ceux qui font une histoire de la culture juridique sont des gens qui n'utilisent pas les méthodes culturelles, qui n'utilisent pas une démarche culturelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est ça qui est un peu compliqué à comprendre. Hein. C'est que, je vous donne un exemple d'un numéro de revue qui est paru il n'y a pas très longtemps, qui est sur l'histoire de la culture juridique européenne. L'histoire de la culture juridique européenne. Quand vous regardez l'ouvrage, ça a été publié, je crois, à Clermont-Ferrand, qui est très sérieux. La qualité scientifique du travail n'est pas contestable. Mais en réalité, qu'est-ce que les historiens du droit qui font cette histoire de la culture juridique font? C'est simplement qu'ils cherchent à identifier, au fond, des familles de droit, comme le ferait par exemple un comparatiste. Des familles de droit, des systèmes juridiques, des traditions juridiques.
Donc, on va identifier quelque chose qu'on va appeler la culture juridique, hein, qui est en fait une sorte de système juridique avec quelques caractéristiques spécifiques, hein, comme si vous étiez comparatiste, vous allez décrire le système chinois, le système de la common law, le système, par exemple, droit musulman. Donc, en fait, vous allez tenter d'identifier des traits communs à cet ensemble juridique. Hein. Et puis, vous allez appeler ce groupe-là la culture juridique. Mais en réalité, ces histoires-là, elles sont complètement ignorantes et ne mobilisent absolument pas ce qu'on pourrait appeler une histoire culturelle. Donc, tous les débats que j'ai évoqués avant, ça ne les intéresse pas du tout. Ce n'est pas du tout leur problème. Hein. Donc, ce qui est assez bizarre, c'est que c'est une histoire de la culture juridique qui est en fait une histoire qui n'est pas culturelle, au sens où qui n'a pas d'intérêt pour le type de questions que pose en réalité l'histoire culturelle que j'ai présentée un peu plus haut. C'est donc, on va s'intéresser à la culture juridique comme étant une sorte de bloc, hein, une sorte de je ne sais pas comment dire, de bloc homogène avec des caractéristiques stables. Alors, ça peut être la culture européenne, ça peut être des cultures beaucoup plus limitées, hein, la culture des notaires, la culture française, la culture, j'en sais rien. Hein. Mais en réalité, il n'y a aucune interrogation spécifique, démarche historique spécifique qui pourrait les rapprocher de cette histoire culturelle que j'ai évoquée plus haut. Donc, en fait, on va utiliser le terme de culture juridique comme étant une désignation, un concept pratique, hein, pour désigner en fait simplement des formes de tradition juridique. Mais il n'y a aucune originalité, aucune nouveauté, aucune spécificité dans cette démarche, et donc il n'y a pas du tout d'interrogation de type de démarche d'histoire culturelle telle que les historiens l'ont fait. Donc c'est assez bizarre, hein, c'est difficile à expliquer, et je suis désolé en plus de vous l'expliquer en français, c'est encore plus pénible pour vous. C'est que c'est une histoire de la culture juridique, mais qui souvent ne croise aucune des questions qu'un historien culturel poserait. La question, ça va être, c'est beaucoup plus proche, c'est pour ça que c'est beaucoup plus d'une histoire du droit comparé. Enfin, du droit comparé tel que, on le voit, je suppose, dans les manuels aussi en Espagne, du droit comparé, on va identifier le système de common law, le système de civil law, etc. etc. Et en réalité, il n'y a pas vraiment d'interrogation culturelle. Hein, c'est plutôt qu'on va créer des blocs qu'on va opposer les uns aux autres. Hein. Donc, on a une histoire juridique de la culture qui est plutôt une histoire, au fond, des droits de la culture. On a une histoire de la culture juridique qui est plutôt une histoire des traditions juridiques, mais sans intérêt, en quelque sorte, pour l'histoire culturelle. Et puis, évidemment, celle qui est plus intéressante, c'est cette question de l'histoire culturelle du droit. Et bon, donc, je voudrais simplement lire quelques mots pour ne pas vous... Donc, c'est, me semble-t-il, dans le numéro 2, hein, dans ce numéro 2, cette histoire culturelle du droit, qui est le plus proche de ce qu'on pourrait appeler une histoire culturelle, parce que c'est celle qui est en dialogue avec toutes les problématiques de l'histoire culturelle, hein, telles que les historiens, et que maintenant un certain nombre d'historiens du droit. Donc c'est celle-là qui m'intéresse. Mais malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, c'est cette idée que la compréhension du droit va passer, évidemment, par une mise en contexte, mais par un regard porté sur certaines choses en particulier. Je vous ai dit les aspects matériels de la production. Par exemple, on va aussi avoir un grand intérêt pour ce qu'on va appeler la dimension, les formes symboliques du droit, etc. Bon, tout ensemble d'éléments, je ne rentre pas là-dedans. Alors, quand on parle, ce que je voudrais surtout faire ici, c'est qu'il y a une question que je n'ai pas encore posée, histoire de compliquer un peu plus les choses. C'est que je n'ai pas posé la question de la définition de la culture. J'ai fait comme si tout le monde était d'accord sur ce que c'était que la culture. Tout le monde est d'accord sur la culture. Et évidemment, ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça que lorsqu'on fait une histoire culturelle, en réalité, on fait souvent plusieurs choses. C'est-à-dire que souvent, il y a des personnes qui vont dire je veux faire l'histoire culturelle du droit, hein, mais en disant ça, elles font des choses qui semblent presque incompatibles, contradictoires.
Ça, c'est assez compliqué. Donc, pour une raison simple, c'est que quand vous dites que vous faites de l'histoire culturelle, en réalité, il faut distinguer 3 conceptions de la culture. Ces 3 conceptions de la culture qui sont, alors, je ne les invente pas du tout, hein, ces 3 conceptions qui ont été identifiées par un certain nombre de chercheurs, hein, qui ont bien distingué 3 façons de penser la culture, et donc ça a produit en fait 3 types d'histoire culturelle du droit. Je vous rassure, je n'irai pas jusqu'à la partie 4. La première démarche, excusez-moi le terme, c'est évidemment quand vous pensez à culture, c'est simplement le grand débat entre nature-culture. C'est la question, c'est pour ça que j'ai appelé ça de façon très affreuse, une conception plus ontologique. Hein, c'est la question de, c'est que vous allez l'opposer, la culture, c'est ce qui n'est pas naturel. Donc c'est ce grand débat philosophique, anthropologique, sur l'opposition entre la nature et la culture. Alors cette question-là, en fait, elle a été utilisée par un certain nombre d'historiens du droit pour poser un certain type de questions un peu particulières. C'est plutôt de faire une histoire du droit comme une pratique, faire une histoire du droit et le droit est conçu comme une pratique qui va s'autonomiser, devenir de plus en plus à distance des autres formes de normativité, la morale, la religion. Et donc, c'est cette histoire cette histoire du droit qui va s'intéresser au mouvement historique, où le droit devient de plus en plus une technique, un savoir spécifique, une compétence qui prend de la distance à l'égard des autres formes de savoir, et donc en fait qui se technicie de plus en plus. Alors je vous donne 2 exemples, comme ça paraît un peu abstrait, hein. Mais il y a 2 auteurs auxquels je pense, qui me semblent relever de ce type d'approche. Il y en a un qui vient de décéder, qui est Pierre Legendre, qui est donc cet historien du droit romano-canonique, et donc toute l'œuvre qui est complètement folle, c'est une œuvre complètement dingue. Le gars était complètement fou à dire, il faut le reconnaître. La psychanalyse, il était psychanalyste en même temps, ça n'a pas aidé. Et donc, il cherche effectivement à montrer la trajectoire historique du droit qui, en fait, arrive progressivement à prendre de plus en plus, à se constituer à l'écart, en quelque sorte, de toutes les autres formes de normativité, donc prendre l'écart à l'égard de la morale, de la théologie, etc., et constitue un savoir avec des outils spécifiques qui sont de plus en plus autonomes et de plus en plus particuliers aux juristes. Donc, il y a bien une histoire culturelle du droit en tant que c'est une histoire où le droit s'affirme comme un savoir qui est à distance, à l'écart de toutes les autres formes de savoir, hein, et donc va être un savoir de plus en plus, au fond, de plus en plus abstrait, de plus en plus spécifique, et qui est même en situation, justement, de reconstruire la nature différemment. C'est typiquement l'argument des outils de l'adoption, hein, et des fictions, qui sont effectivement des outils qui permettent effectivement, non pas simplement de prendre des distances à la nature, mais d'inventer une sorte d'autre nature, hein, une sorte de la capacité du droit, effectivement, à inventer une autre nature, en quelque sorte. Donc, cette histoire-là, on la trouve chez Pierre Legendre, hein. Et puis, par exemple, il y a un ouvrage qui me paraît, qui est plutôt d'un auteur italien, qui me paraît exactement sur cette ligne-là, qui cherche effectivement à montrer que il y a bien une culture du droit, mais c'est une culture qui se veut de plus en plus spécifique, de plus en plus professionnelle, de plus en plus. C'est l'ouvrage de Aldo Schiavone sur Ius, hein, qui relève exactement de ce type de trajectoire, hein, où là, effectivement, le droit se donne de plus en plus comme étant une création culturelle particulière, technique, scientifique, tout à fait originale, hein, et donc qui produit un certain type de savoir très à distance en réalité des autres savoirs romains. Donc voilà pour un premier type de conception. Donc c'est une version très étroite, hein, mais qui est parcourue par un certain nombre d'auteurs. Hein, comment effectivement le droit s'autonomise
et se décrit de plus en plus comme technique et s'isole des autres formes de normativité. Donc là, il y avait quelque chose comme la prise en charge de la spécificité d'une culture du droit, en fait. Ça, c'est la deuxième approche, qui est en fait celle qui est la plus classique, c'est le cas de dire, c'est une approche classique. C'est celle plutôt qui aborde la question de la culture comme être cultivé. C'est quoi être un homme, être cultivé? C'est quoi acquérir une culture? Bon. C'est donc l'idée que un juriste, c'est quelqu'un qui a une certaine culture. Il a une certaine culture, et notamment, il est aussi producteur d'une certaine culture. Donc, c'est la version classique, humaniste. C'est la notion traditionnelle de la haute culture. C'est celle qui est associée aux grandes œuvres gréco-romaines, enfin, tout ce que vous voulez. Et donc, cette version dite humaniste, classique, elle a été énormément développée par les historiens du droit à travers 3 orientations. La première, c'est évidemment celle des biens culturels, à savoir la production des livres, de l'édition, des bibliothèques. Donc là, effectivement, c'est ça. Qu'est-ce que c'est qu'un juriste cultivé? C'est quelqu'un qui s'est approprié tout un ensemble d'œuvres et qui est doté d'un certain type de culture particulière. Donc, ça, c'est un premier champ, l'histoire de l'édition, des bibliothèques. Il y a une autre perspective qui est développée dans cette idée-là. Ce n'est pas simplement le fait que les juristes sont capables de produire des œuvres de culture, de la culture classique en quelque sorte, c'est la question de la formation du juriste. Comment effectivement on va former les juristes à un certain type de culture. Donc c'est l'histoire des universités qui sont énormément développées. Ça va être l'histoire de la formation professionnelle des juristes. Donc là, on est beaucoup plus proche de l'idée traditionnelle en fait de la culture. C'est en France, on dit la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. C'est la chose qui reste quand on a tout oublié. C'est qu'est-ce que les juristes en fait ça veut dire quoi quand on dit que les juristes sont dépositaires ou sont producteurs d'un certain type de culture? Et puis il y a une troisième ligne, souvent dans cette perspective-là, c'est surtout celle qui a fait l'objet d'un intérêt pour les usages du droit. Les usages du droit. Donc, comment le droit est partagé par l'ensemble de la société. Ce n'est pas simplement le fait que le droit est simplement le fait est un problème de culture des juristes. Ce n'est pas simplement le fait d'être un problème de culture des juristes. C'est le fait qu'il y a bien une culture juridique dans l'ensemble de la société en quelque sorte. Comment se fait-il que comment les individus, vous, moi, n'importe quel citoyen, ont un certain type ont un rapport culturel au droit? Comment ils vont utiliser le droit? Comment ils vont en faire usage? Donc voilà, ça c'est cette approche que j'ai appelée humaniste, et donc qui est plus proche de ce qu'on appelle maintenant les humanités juridiques. Et puis il y a la troisième, et puis je m'arrêterai là-dessus parce que j'ai déjà préparé, c'est une approche beaucoup plus anthropologique. Donc en fait, là c'est plutôt la culture. Comment se fait-il? Quelle est la culture des juristes? Mais là, quand on parle de la conception anthropologique, ce n'est pas celle qui est héritée au fond de la culture classique gréco-romaine, je ne sais quoi. C'est plutôt la version anthropologique. C'est quand les juristes, les anthropologues vont parler des cultures d'un peuple. C'est la version traditionnelle de la définition de Tylor, de quelques anthropologues qui vont mettre la question de la compréhension de la culture au cœur de leur problème. Et donc, ce n'est pas la même que là. Alors, évidemment, ces 3 conceptions ont des liens, c'est évident, mais c'est quand même une façon d'orienter le regard vers quelque chose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'idée que dans un endroit donné, que ce soit en Espagne, en France, en Italie, etc., chacun est doté d'une certaine culture, un certain type de savoir, de croyances, de valeurs. Et cette culture-là va orienter la façon de penser le droit. Donc ça, c'est la version, quand on dit, c'est quoi la culture des peuples? C'est quoi la culture d'une population, d'un groupe? Donc c'est cette autre façon d'appréhender
l'histoire culturelle du droit. Alors ça a produit des choses assez intéressantes, par exemple, en tout cas dans l'historiographie française. Ça a par exemple produit des travaux sur la question de la culture rhétorique, des juristes. C'est-à-dire, comment se fait-il que le milieu des juristes est doté d'un certain type de valeurs, de techniques et de façons de réfléchir, hein, qui sont notamment liées à des techniques rhétoriques, hein, ça va produire un certain type d'effets. Ça va être aussi, alors je pense notamment aux travaux là, de Guillaume Richard, qui travaille sur ça. Un autre exemple, c'est le cas qui a été développé autour des débats sur le Code civil, hein, avec les travaux très stimulants et très problématiques de Xavier Martin sur l'histoire politique du Code civil. Et donc, Xavier Martin a cherché à montrer comment les rédacteurs du Code civil ont produit, en fait, on produit une œuvre qui ne se comprend, donc le Code civil ne se comprend en 1804 que si effectivement on fait état de la culture intellectuelle de l'époque. Et donc, contrairement à ce qu'on pensait, le Code civil n'est pas du tout, au moment de sa création, organisé autour de grands idéaux individualistes, positifs, optimistes. Xavier Martin dit quand on cherche à faire une histoire du Code civil à partir de la culture des rédacteurs de l'époque, eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, leur culture est une culture matérialiste, très pessimiste, et donc il relie la totalité de la construction du Code civil à partir de la culture intellectuelle de l'époque. Donc il essaye d'identifier une culture, la culture du milieu de ces rédacteurs du Code civil, et aussi de l'ensemble des juristes de l'époque, pour essayer de comprendre le sens du Code civil. Donc plutôt que de faire un commentaire du contenu, hein, il essaie de restituer quelles sont les idées, quelles sont les représentations qui sont partagées par le groupe des rédacteurs du Code civil. Et il arrive à une conclusion que, en réalité, les rédacteurs du Code civil ont une vision extrêmement négative de l'homme, très pessimiste. Et donc, tout le Code civil est en fait construit sur cette philosophie matérialiste, pessimiste de l'homme. Hein. Et si on ne restitue pas cette culture-là, on ne comprend rien. Donc là, on a une vision plus anthropologique, hein, c'est-à-dire qu'on aborde effectivement la culture non pas comme des productions de l'esprit, simplement, un certain type de formation, etc., mais comme un milieu particulier qui explique effectivement un certain type de production. Alors, cette vision-là, ça sera en quelque sorte le mot de la fin, en réalité est assez problématique parce que cette lecture, notamment anthropologique, cette dialectique, elle a tendance à verser ou à déboucher ou à arriver à ce qu'on appelle des formes de culturalisme. C'est-à-dire qu'on a tendance à imaginer que, et c'est un paradoxe, la culture, chez les juristes, c'est une seconde nature. C'est une seconde nature. Je veux dire par là qu'on imagine que la culture, en quelque sorte, détermine complètement les comportements. Et donc, si au départ, cette idée d'une approche anthropologique de la culture était une façon de restituer un milieu, de restituer un environnement intellectuel, ben, chez certains auteurs, c'est devenu tout simplement une façon de déterminer complètement les comportements des juristes. C'est ce qu'on appelle la critique du culturalisme. C'est-à-dire que la culture n'est pas simplement un lieu où les gens se déploient, mais c'est simplement la cause, en fait, ça détermine leur comportement. C'est ce qu'on a une critique traditionnelle. Et donc, le paradoxe, c'est que cette approche anthropologique cherchait à montrer les aspects assez relatifs des constructions juridiques, que chaque milieu juridique a ses caractéristiques et donc ses productions intellectuelles. Et bien souvent, cette approche anthropologique, en fait, elle finit par dire exactement l'inverse. C'est-à-dire que la production culturelle n'est pas simplement une production
manifeste la relativité des productions, hein, mais on va imaginer que la culture, c'est quelque chose qui est, on dit, essentialisé. C'est-à-dire qu'en réalité, on va les imaginer comme étant constamment stables, homogènes et non critiquables. Donc, le problème de cette approche anthropologique, c'est qu'elle a fini par produire une vision qui se rapproche en réalité de ce que pourraient imaginer les comparatistes que j'ai décrits tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au départ, elle cherchait à dire, ben oui, c'est plus compliqué, la production juridique, elle est liée à un milieu, à un environnement particulier, donc il faut faire très attention à là. Mais il y a tout un ensemble d'auteurs qui ont fini par dire, la culture, c'est comme ça, pas autrement. Et donc, ça explique pourquoi tel comportement est lié à cette culture. Pour le dire autrement, la culture française, c'est ça. Et donc, ça ne peut être que ça ne peut pas évoluer. Donc, on arrive à ce que, c'est ce qu'on appelle les dangers, les anthropologues appellent ça les dangers du culturalisme. C'est que c'était simplement un élément d'éclaircissement des pratiques juridiques, et c'est devenu simplement, en quelque sorte, la cause de toutes les actions. C'est comme si les juristes étaient complètement déterminés, causés en quelque sorte par leur propre culture. Donc là, il y a une sorte de renversement. Donc, cette troisième version, vous voyez que dans ce cas-là, on a trois versions possibles. Donc, les historiens du droit, en tout cas pour le cas francophone, souvent invoquent une de ces positions. Hein, et donc, c'est pour ça que de temps en temps, on a l'impression que les gens ne font pas la même chose. Mais c'est effectivement parce que c'est lié, en réalité, à trois définitions de la culture qui permettent, alors qui sont liées, évidemment, la culture classique, elle est liée aussi à la version un peu ontologique, et puis les trois sont liés. Il n'y a pas de... Mais il n'empêche que les travaux de l'histoire culturelle vont dans ces trois sens-là. Hein. Et donc, je crois qu'on gagnerait effectivement à bien les séparer pour mieux comprendre les choses. Donc, et c'est le mot de la fin, vraiment, je m'arrêterai là. Incontestablement, la bonne nouvelle, c'est que cette approche culturelle du droit a certainement encore beaucoup de questions à régler, hein, parce que bien souvent, les choses ne sont pas claires, c'est-à-dire que les gens font des choses, les historiens du droit font souvent des choses différentes, hein, mais une chose est certaine, c'est que le tag, le chapeau histoire culturelle du droit a sans aucun doute été, ces dernières années, un facteur très important de renouvellement d'un certain nombre de questions, en attirant le regard des historiens du droit sur tout un ensemble d'objets, tout un ensemble de mécanismes que, en réalité, l'histoire du droit plus traditionnelle, que ce soit l'histoire des idées juridiques ou l'histoire des institutions, en réalité ne regardait pas. Donc, les choses sont encore assez confuses, et c'est pour ça que quand m'intéresse, c'est tenter cet effort de clarification, distinguant les façons de faire, mais il faut reconnaître que l'entrée par la culture a très largement contribué en France, dans l'espace francophone et bien ailleurs, à très largement renouveler un certain nombre de questions. Voilà, je suis désolé, j'ai été trop long. Merci beaucoup. Perguntas. Il ne faut pas avoir peur. As zoeiras do Lagré, francês as zoeiras francesas não nos han privado del ponente, afortunadamente, pero nos han privado un poco del debate, porque tenemos poco tiempo. Nuestro ponente ha estado 2 horas dentro de un avión. Se merece un bom repás também. Um bom samorejo. Se alguma pergunta, podríamos responder. J'ai l'impression que je parlerai en espagnol parce que mon français est mauvais. Il est meilleur que le mien. Me he reparado en una afirmación que has hecho sobre la mayor sensibilidad de los modernistas a incorporar las cuestiones, los debates de una historia cultural del derecho. Si no he entendido mal,
aquellos que se mueven en un tiempo contemporáneo son más reacios a la incorporación de estos debates, y así también los medievalistas. Sobre esto, y por las preocupaciones que uno tiene fundamentalmente versadas sobre un tiempo contemporáneo, quería hacerte la pregunta sobre cómo ves la recepción de estos debates, de estas cuestiones sobre historia cultural, referidas a un muy concreto objeto, que es el de la historia constitucional o la historia del constitucional. Yo aquí puedo percibir, a partir de tu magnífica exposición, cómo hay una historia de comparatistas que opera, creo que es la tercera de la anterior imagen, que sigue manejando una herramienta que yo creo que ya está pasada, que es la herramienta obsoleta, la herramienta de los modelos constitucionales, que sería un poco la que, en la que algunos historiadores y fundamentalmente juristas de derecho positivo siguen trabajando todavía hoy en día para identificar cuáles son estas distintas versiones de cómo responder a la pregunta sobre la organización del poder y la garantía de los derechos. Ciertamente hay una historia constitucional más sensible, o una historia del constitucionalismo, entendiendo por constitucionalismo historia cultural de las constituciones, que se debate entre hacer una historia cultural o una historia institucional de este fenómeno. ¿Cómo se hace una historia del constitucionalismo que se tome en serio las cuestiones de una historia cultural del derecho que has propuesto aquí? C'est difficile pour quelqu'un qui ne connaît pas bien les jeux. Une chose est certaine, c'est que, je ne l'ai pas dit là, pour ce que je sais, en tout cas de l'histoire constitutionnelle française, c'est évidemment un secteur ou un domaine qui a été très rapidement ou plus rapidement sensible à l'histoire culturelle en réalité. Alors, j'ai parlé de la différence entre médiévistes, effectivement médiévistes, modernistes, etc. Je n'ai pas parlé effectivement des différences entre les différentes branches du droit, entre effectivement civilistes. Ça, c'est sûr que cette histoire, l'histoire du droit public et l'histoire constitutionnelle a été beaucoup plus rapidement sensible et intéressée par l'histoire culturelle, en réalité. L'histoire culturelle a mis beaucoup plus de temps à venir du côté, par exemple, des privatistes, du droit privé, par exemple. Mais à l'inverse, effectivement, je n'ai pas d'explication. Ah si, je vois, j'imagine. Mais tout ce qui relève effectivement de l'histoire constitutionnelle a été tout de suite connecté à des préoccupations culturelles. Alors pour des raisons évidentes, c'est qu'il était possible de faire une histoire du droit privé complètement déconnectée de tout l'environnement politique et intellectuel d'une période. Il suffisait de faire des commentaires avec… On connectait par exemple le Code civil avec le droit romain, etc., etc. Mais il n'y avait pas de contextualisation de type culturel. Par contre, à l'inverse, certainement les travaux les plus, pour le droit français, les plus en pointe, les plus originaux, les plus innovants en matière culturelle, c'est évidemment ceux qui sont plutôt des formes d'histoire constitutionnelle. Je donnerai deux exemples. Une thèse par exemple de Guillaume Sacriste, qui est un politiste pour le coup, c'est une thèse d'histoire du droit,
qui a fait sa thèse sur la naissance, enfin, l'introduction du droit constitutionnel dans les facultés de droit. Et là, c'est complètement une thèse d'histoire culturelle, c'est-à-dire qu'il va s'intéresser effectivement à la formation intellectuelle de ces professeurs de droit, des enjeux politiques, de tous les débats, de toute la littérature que ça produit, etc. Donc là, un premier exemple, où là, on est vraiment dans l'histoire culturelle, où c'est presque naturel, presque. C'était plus naturel pour les spécialistes de l'histoire constitutionnelle que pour les privatistes. Et je vais vous donner un autre exemple, mais j'ai oublié l'exemple. C'est la fatigue. Donc voilà, c'était juste un élément d'explication. Je ne suis pas sûr enfin, si tu veux, s'il y avait d'autres choses à préciser, il ne faut pas hésiter. Il y a une longue histoire derrière. Oui, je sais. Il y a l'histoire. Oui, je sais. C'est pour ça que je sais que l'enjeu est très différent avec le cas français. J'imagine avec l'histoire de l'Espagne, je n'ai pas besoin d'aller très loin pour comprendre l'enjeu. Mais effectivement, je vois aussi pourquoi effectivement, d'ailleurs, je ne connais pas bien l'historiographie espagnole, bien sûr, mais ce que je sais, quand j'ai vu des choses, quand j'ai consulté des choses sur l'histoire culturelle en Espagne, c'est quasiment toujours des travaux autour de la question de la Constitution, en quelque sorte. Oui, parce que cette histoire constitutionnelle qui fait référence vient de la grâce de Don. Voilà, c'est ça. Vient du modernisme. Voilà, c'est ça. Je vois. Et les quelques textes, parce que j'ai vu 2-3 textes un peu de synthèse, regardez ça, sur cette question d'histoire culturelle, c'est presque tout. On voit que ça croise constamment ce problème de droit constitutionnel. Ça m'a fait frapper. C'est un peu la même chose d'ailleurs, évidemment, par exemple, dans l'historiographie, pour d'autres raisons, par exemple, dans l'historiographie de l'Argentine, par exemple, ou d'autres pays, notamment de l'Amérique du Sud. C'est très, très lié que l'histoire culturelle, elle est passée par là, en fait. Alors là, il faudra faire une analyse historiographique, mais ça, c'est très, très net. En plus, souvent en France, les historiens du droit public sont souvent plus ouverts intellectuellement que les... C'est pas enregistré. Ils sont souvent plus sensibles aux problématiques larges que tous ceux qui vont travailler sur le droit privé, où c'est plus étroit, et donc les ressources intellectuelles sont beaucoup plus réduites. Donc certainement des éléments d'histoire propres à l'histoire, notamment d'Espagne, que je vois, j'imagine, c'est bien, plus effectivement le type de discipline qu'on va faire, donc plutôt de droit public, et puis peut-être aussi telle période, les modernistes. Tous ces éléments ensemble font que, effectivement, le droit public a été le lieu naturel pour les historiens du droit d'une histoire plus naturelle pour l'histoire culturelle. Et là, je n'ai pas d'explication, mais je vois bien, effectivement. Bueno, em realidade não temos já tempo, malheureusement. Non, mais c'est la faute de Iberia, pas d'Air France, pour une fois, c'est magnifique. Pas de problème. Bueno, entonces agradecemos a ponente y agradecimiento más.